tous, bienvenue mesdames, messieurs. À peine officiellement investis de nouvelles missions à eux assignées, les membres de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, le président en tête, ont affiché au grand jour leurs ambitions pour l'institution. Une cour de jouvence élaborée en principes cardinaux a été apportée au règlement intérieur de la haute juridiction. Il s'agit de la transparence, du contradictoire et de la célérité. La Cour, longtemps perçue comme un couvent, sera ouverte aux citoyens lambda, et ce, à travers des audiences publiques. Des changements notables, diversement appréciés. Réforme à la Cour constitutionnelle, des innovations pour quel gain? Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat du jour. Pour des éléments d'analyse, un professionnel des médias, un analyste politique. À ma gauche, Josaphat Dabolino, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Joël, bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Ça fait un moment par ici. Non, vraiment. En tout cas, on est heureux de vous recevoir à nouveau. En face de vous, il a non Constantin Amoussou. Écrivain, il est analyste politique. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité aussi. Le plaisir renouvelé d'être ici. Très bien habillé, c'est un prélude à la fête de El Fitre ou... Ben voilà, je suis dans l'ambiance. Ah, vous êtes dans l'ambiance, heureux de le savoir. D'ici quelques jours, l'ambiance sera des plus mouvementées à la Cour constitutionnelle, elle, qui est caractérisée plutôt par un calme olympien. En tout cas, ainsi en a décidé les nouveaux membres de l'institution. Une maison ouverte au grand nombre. Sur leur table, actuellement, 176 dossiers hérités de la mandature qui est finie. Désormais, Doc Benoît et les siens voudraient bien permettre au public de venir, si possible, d'abord défendre leur dossier, ensuite vivre l'ambiance de la contradiction et voir ensuite un délibéré dans un délai relativement court. Constantin Amoussou, on veut les voir à l'œuvre et désormais, ils ont donné l'alerte de ce qui pourrait se passer dans les tout prochains jours. Beaucoup de travail à faire, mais en intime conviction, mais aussi en intimité avec le public. Oui, merci. De telles réformes aurait pu arriver en 2016 à l'avènement de ce régime, que beaucoup de personnes auraient été prédisposées à les regarder avec espoir, avec espérance, avec optimisme. Mais aujourd'hui, on connaît les hommes, on connaît leurs pratiques, on connaît leur capacité à manipuler, on connaît même leurs promesses de ruse et de rage. De cela, on est obligé de regarder les promesses qui sont faites, les réformes qui sont proposées, en regardant également la tête des personnes qui les portent, qui les proposent, en interrogeant les motivations qui pourraient être à leur origine. Et de ce point de vue, on n'a pas de raison de porter beaucoup d'espoir à des réformes qui sont portées par une cour constitutionnelle dirigée, conduite par M. Joseph Djobenou, pour plusieurs raisons. D'abord la première, parce que pendant 2 années et plus, il s'est révélé dans ses fonctions de garde des Sceaux comme un intraitable despote qui n'a cure des lois, qui n'a cure des décisions de justice, qui n'a cure des décisions de la Cour constitutionnelle qu'il prenait du plaisir à fouler aux pieds. Et ça ne pouvait être que le dernier acte le plus provocateur que de l'avoir fait président de cette institution qui n'a jamais respecté, dont il a foulé aux pieds toutes les décisions. Et donc de venir s'asseoir et proposer des amendements sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, cela ne pourrait faire effet qu'à des benets, qu'à des personnes qui ne les auraient pas vu faire et qui resteraient encore disposées à se laisser naïvement berner par des réformes cosmétiques. Et donc pour dire au fond qu'au-delà de ce qui va se faire et peut-être éventuellement de ce que pourraient apporter les audiences publiques et le contradictoire dans son principe, c'est la Cour qui décide. Ce sont les 7 qui vont se retrancher dans leur couvent pour décider. Et dans tous les cas,
Les arguments portés par les uns et les autres n'auront de valeur que ce qui plaira à la Cour, dont les décisions sont sans recours. D'en faire. En conséquence, il n'y a rien dans le fond, sauf à rester concentré à se rappeler que le président de la Cour constitutionnelle s'appelle Joseph Djogbenou, qu'il est l'avocat personnel du chef de l'État, que dans ses fonctions ministérielles, au lieu de se révéler comme le serviteur de la République, il s'est révélé comme le serviteur de Patrice Talon. Qu'en conséquence, tout le reste n'est que de la comédie, que du théâtre. Et nous le regarderons avec l'esprit vigilant de ceux qui savent qu'ils sont arrivés dans un amphithéâtre pour suivre du théâtre et peut-être quelquefois de la tragédie mise en théâtre. En tout cas, ce sont les regards, vous l'avez compris, de l'analyste M. Josaphat Daboulino. Vous avez suivi aussi cette annonce et au-delà la détermination de la nouvelle équipe à donner une nouvelle image à la Cour constitutionnelle. Au niveau de la rédaction, comment les faits ont-ils été accueillis, appréciés et puis analysés? Non, comme d'habitude, parce qu'il s'agit d'une Cour constitutionnelle, d'une nouvelle mandature avec une nouvelle tête. L'avocat Joseph Djogbenou s'est dit donc que forcément il doit avoir aussi de nouvelles choses, de nouvelles réformes. Et justement à ce niveau, nous avons cette réforme où du moins la Cour ne sera plus à ce mythe, à ce couvent que tout le monde percevait. Donc c'est une réforme, bonne initiative, parce que ça permettra peut-être à nous qui sommes des citoyens de prendre conscience, en tout cas de prendre connaissance de ce qui se fait à l'interne, d'avoir un peu comment les gens peuvent quand même se défendre après un recours. Mais au fond, est-ce que ça pourrait apporter quelque chose pour un requérant? Je ne pense pas. Parce qu'au finish, on se retrouve pratiquement au même point. Audience après, les sages se retirent. Ces sages-là rendent une décision. Mais cette décision, c'est toujours entre eux, entre les sceptres de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est dit qu'en fait, au fond, oui, nous avons une Cour qui s'ouvre désormais au public, il y aura des audiences, le principe de contradictoire s'installe, mais au finish, la décision revient toujours aux sages de se retirer et de prendre une décision. Et cette décision sera également sans recours. Maintenant, mais ne voyez-vous pas déjà une amélioration et surtout un plus dans cette ouverture au public et surtout l'exposé que le requérant sera appelé à faire un exposé et faire des démonstrations scientifiques devant des sages de la Cour qui, au-delà de tout, restent humains? Ça pourrait impacter la décision finale. Le pensez-vous pas? D'abord, il faut faire remarquer que nous sommes à la Cour constitutionnelle et non dans un tribunal. Donc, d'office, des gens qui viendront s'exposer. Et un plus, non, je dirais pas un plus, non. Pas un plus. Au contraire, ça va apporter plus de stress, plus de travail à ces requérants parce que déjà, vous êtes un citoyen. La Constitution déjà permet à tout citoyen d'adresser un recours à la Cour afin de statuer sur la constitutionnalité d'un fait, mais vous adressez un recours, en tout cas vous n'êtes pas un sachant, vous n'êtes pas homme de droit, vous adressez un recours parce que vous estimez qu'en fait qu'à un moment donné il y a qui aurait piétiné en tout cas cette loi fondamentale, mais on vous dit de venir exposer les faits, de venir le faire, puisque vous ne connaissez pas trop dans le droit, vous serez obligé, d'ailleurs même le communiqué l'a stipulé, vous serez obligé d'être assisté par un avocat, par un conseil. Et d'abord pardon? C'est bon pour vous. C'est bon, mais n'oubliez pas le coût également, parce que quand on parle d'un avocat, quand on parle d'un conseil, c'est des honoraires. Donc, il faut d'abord évaluer le coût. C'est-à-dire, j'estime qu'en fait, il y a la Constitution qui est piétinée par INS. Donc, j'adresse un recours, me dit de venir avec un avocat. Il faut payer le coût. Ça vous d'abord, mais écoutez, si vous devez manger, il vous faut sortir de l'argent. D'abord, ça fait le premier aspect. Je vais répondre plus tard à cette interrogation. Et ça fait le premier aspect. Le second aspect, c'est que déjà, vous serez en face d'un public qui sera constitué des sachants, des hommes de droit, de citoyens lambda, en tout cas ceux-là qui ne maîtrisent pratiquement rien. Donc, vous serez à défendre votre requête devant ce public-là. D'abord, ce complexe pourrait quand même obliger certains à ne pas réussir. Même si on arrive quand même à avoir un bon conseil et que le conseil défend véritablement votre dossier, en tout cas votre recours, et qu'il savait qu'en fait que ce n'est pas effectivement ce que prévoit la Constitution. Les sages se retirent parce que vous avez eu un brillant conseiller qui a défendu correctement votre dossier
Et ça dit qu'en fait, que ça va agir sur la décision de celles de la Cour constitutionnelle qui vont dire, OK, parce que vous avez eu une meilleure défense, parce que vous avez bien exposé les faits, donc d'office, vous avez raison, ou l'autre a piétiné la Constitution. Je vois que il y aura 2 poids, 2 mesures du moment où les gens viendront. C'est pour ça que je dis une ouverture, certes, mais ça va servir à quoi? Parce que les gens viendront exposer, les gens perdront leur temps parce que ça va demander assez de temps matériel et ça va encore prendre du temps pour la Cour parce qu'il faut analyser d'abord les argumentaires, il faut d'abord prendre en compte l'exposé. Et là, on sait déjà la durée que prenaient les décisions au niveau de la Cour. Et d'office, ça va alourdir en tout cas les charges au niveau de la Cour constitutionnelle. Et l'autre chose également... Avant d'aller vers l'autre chose, vous permettez, Constantin Amourtou, là-dessus, ça paraît quand même un aspect très important. Cette audience publique où le requérant sera appelé à faire sa démonstration. Les sages, on a beau dire tous deux, sages ils sont, ils n'ont qu'une tête, chacun en ce qui les concerne. Et voilà le requérant qui vient faire sa démonstration sortie des aspects que peut-être ces sages ne vont pas voir. Ça pourrait être un plus. Et donc impacter la décision des sages, ne voyez-vous pas? En cela surtout, une initiative très heureuse. Je vais relever quelques éléments. Le premier élément, c'est de constater que le règlement intérieur ne peut pas changer le statut de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que ces décisions sont sans recours. Et les membres de la Cour constitutionnelle, que sont les 7 sages, en ont une idée absolue, ils le savent. Ils sont totalement conscients de ce que leurs décisions sont sans recours. Après, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Sinon, à faire de l'exposition. Sinon, à permettre à un avocat de venir s'exposer dans un rôle de magistrat, parce que cette fois-ci, peut-être pour lui l'occasion de prendre sa revanche sur les magistrats. Puisqu'en réalité, Maître Joseph Djogbenou, en tant que président de la Cour constitutionnelle, se trouve dans la position de celui qui décide, après que les gens auront plaidé. Habituellement, il s'était retrouvé dans le rôle de celui qui plaide. Et le magistrat décide. Donc, il est magistrat. Il est président d'une cour. Je pense que c'est le plaisir d'habiter les fonctions de celui qui décide. C'est un caprice. Non. C'est un caprice en réalité. Vous n'allez pas dire ça, mais c'est le plaisir de... C'est la lecture que vous faites. Et vous êtes sérieux avec cette lecture-là? C'est une lecture. Il faut regarder les personnes avec leur fonctionnement psychologique. Il faut observer leur mouvement. Lorsque vous observez les mouvements de Joseph Djogbenou, c'est une personne qui aime être exposée médiatiquement. Tout son parcours le rappelle. Vous voulez dire qu'il est avocat, est-ce que c'est vrai ou faux? À la Cour, il n'a pas l'occasion. La Cour telle on la connaissait. La Cour telle qu'on la connaissait aurait eu comme effet de mettre à l'ombre ou de passer dans l'ombre une personne qui aimait s'exposer médiatiquement. Non, ce qu'il a fait, il a fait d'abord en pensant à lui-même. C'est ce que moi je lis. Parce que toutes les fois que j'ai vu Joseph Djogbenou, depuis l'université ou dans ses exercices d'avocat, il a toujours déplacé les procès vers les médias. Il ne met pas de médiacratie, mais je l'ai vu s'y déployer tant et si bien qu'il serait décidé de trouver un avocat qui se soit mieux exposé que lui médiatiquement. Ensuite, dans ses fonctions du garde des Sceaux, parfois, il a été amené à faire des commentaires sur des décisions jusqu'à avoir obtenu de devenir le porte-parole du Conseil des ministres, tout, donc de venir exposer le Conseil des ministres et puis de faire les débats avec, tout. Donc il va à la Cour constitutionnelle. Il y a ce besoin de satisfaire son ego, porté à l'exposition, de faire du spectacle, et puis surtout de décider quand par le passé, il avait peut-être eu la frustration de celui qui plaide et qui attend du magistrat dernier recours, qu'il décide, même si dans ces cas, lui, il avait encore la possibilité de faire des recours. Et dire juste après cela que le contradictoire, ce n'est pas une invention. Qu'on arrête ça. Ce n'est pas une invention de la Cour, Joseph Djogbenou. Il y a toujours eu le contradictoire. Le contradictoire, c'est quoi? C'est le fait que ce soit tes arguments contre mes arguments. Et quand un recours était adressé et visait une décision, visait une personne, la Cour avait toujours eu le loisir d'appeler les personnes concernées pour écouter leur plaidoirie, même si les deux personnes ne sont pas présentes au même moment. Parce que le contradictoire, ce n'est pas la présence physique simultanée, forcément. C'est le cheminement argument contre argument qu'on appelle contradictoire.
Le contradictoire, par définition, c'est le cheminement, argument contre argument. En conséquence, c'est plutôt partout de quimboiserie qu'on vient à nous faire penser que décider de faire comparaître les personnes et les voir défendre simultanément, ou en tout cas l'une à la suite de l'autre, publiquement, en une séance, au même moment, au même endroit, une décision serait l'invention du contradictoire. C'est peut-être la modification du contradictoire dans son fonctionnement. Mais la deuxième chose que je dois dire après cela, dans l'ancien fonctionnement de la Cour, mais les partis exposaient tous leurs arguments. Les partis exposaient leurs arguments. Mais est-ce qu'on demande à celui qui fait son recours d'inventer de nouveaux arguments quand il arrive en audience publique? Veut-on de lui si l'option qu'il a de choisir un conseil ne lui plaisait pas ou ne répondait pas à ses moyens, qu'il soit obligé de se sentir intimidé par une autre partie qui a un avocat, ou alors se laisser intimider à l'idée que il est devant un public qui peut l'influencer, il est devant des gens vêtus de la façon la plus solennelle possible? Veut-on finalement... C'est justement la transformation dans un esprit sophistique, en réalité, de la Cour constitutionnelle. C'est quoi? Et ça, c'est encore du job Ouenou. Parce que vous le savez, si vous observez les mouvements, les changements de position, les variations dans la position de Job Ouenou, vous voyez le parfait sophiste qui peut soutenir une chose aujourd'hui et défendre exactement son contraire le lendemain. Ce que permet justement l'exposition procédurale dans un contradictoire public, c'est l'idée de celui qui dit « je sais argumenter » et donc publiquement, je viens défendre même le contraire des choses que je porte le plus et ce ne sera pas la sincérité ou la vérité de mon argument qui le porterait. Ce sera seulement ma capacité à convaincre plus que l'autre. En conséquence, je constate que la réforme de Joseph Job Ouenou est une réforme qui vise à repositionner l'esprit de sagesse et à lui substituer l'esprit d'efficacité argumentative, c'est-à-dire l'esprit sophistique, qui a plus d'arguments, qui bouge mieux, qui parle mieux, après ce qu'ils en font, je ne sais pas trop, mais on sait très bien que ceux qui sont au pouvoir ont le moyen de choisir plus d'avocats, d'avoir les meilleurs avocats, d'avoir les moyens qu'il faut, et que le citoyen lambda qui vient de son village et qui porte plainte en se fondant, ou qui saisit la cour en se fondant sur un aspect, sur un article, sur une disposition qui aura été violée, n'aura pas les moyens, ni ne se sentira pas dans le devoir d'aller chercher un conseil qui lui coûtera pour dire, ou alors de venir lui-même pour dire, je vais affronter les avocats les plus capés que la partie adverse aurait présenté pour défendre sa cause, etc. En conséquence, je pense qu'il n'y a rien du tout à chercher là, sauf à penser que l'on fait de l'exposition médiatique et surtout, on repositionne l'esprit, on positionne l'esprit, disons, sophistique au-dessus de l'esprit de vérité et de sincérité. Est-ce que le citoyen lambda est là, presque pris à un piège? Oui, prise à un piège, il faut ça, c'est évident. Évident du moment où déjà, si vous êtes un citoyen et que vous n'avez pas d'abord les moyens, vous aurez peur d'adresser un recours à la Cour constitutionnelle pour dire telle personne a violé la Constitution ou tel article de la Constitution. Déjà, imaginez le scénario dans lequel déjà un citoyen lambda adresse un recours à la Cour constitutionnelle pour signifier que le chef de l'État, par exemple, ou un ministre a violé un article ou les articles de la loi fondamentale et que déjà on lui demande, ok, viens exposé devant les salles de la Cour et devant également celui pour qui tu as porté plainte, et il se retrouve, l'autre, en tout cas le chef de l'État se verra représenté peut-être par son conseil ou le responsable étatique également viendra avec. Donc le citoyen lambda, un villageois peut-être de mon village qui se retrouve, qui n'a peut-être pas assez de moyens pour avoir un conseil et qui n'a pas également assez de notions en la matière pour défendre son dossier, finalement, il pourrait beau avoir raison, mais parce qu'il n'a peut-être pas pu défendre correctement son dossier, que d'office, les sages vont dire, bon, ok, compte tenu des argumentaires, compte tenu de ceci, nous rendons telle décision. Non, je crois que d'une autre façon aussi, c'est d'éviter à ces gens-là, des gens comme ce citoyen que je prenais en exemple tout à l'heure, d'adresser des recours. Parce que vous avez signifié dans votre introduction tout à l'heure qu'il y a environ 170 dossiers en attente. 176 pour être précis. 176 pour plus précisément en attente. Donc moi je me dis déjà, s'il y a 176 dossiers en attente, avant l'arrivée
bien sûr, de cette mandature, de la 6e, présidée désormais par Joseph Diogbenou, est-ce que cette mandature a déjà eu au moins le temps de statuer sur un dossier pour dire combien de temps ça nous a pris de rendre une décision sur un dossier donné? Parce que c'est une réforme, d'accord, mais on n'a pas pris le temps d'évaluer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a déjà cette durée que prenaient les dossiers avant la décision rendue. Donc d'office, ils ont prêté serment le mercredi passé. Donc, une semaine ou du moins d'une semaine, il y a la réforme où on dit nous ouvrons maintenant les portes de la Cour constitutionnelle aux citoyens, au public. Venez assister. Et ça se passera désormais les mardis et vendredis. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que si les dossiers qui sont déjà là, si on doit quand même en rendre une décision désormais, il faudrait que les requérants comparaissent devant les sages pour défendre leur dossier. C'est le premier aspect. Et ça m'amène à dire qu'en fait, que c'est une réforme qui est précipitée. Parce que moi, je ne vois pas, en tout cas, cette mandature déjà prendre la mesure, le pouls, bien sûr, de ces dossiers pour dire, oui, nous avons pris un dossier. Nous l'avons étudié. Nous avons rendu une décision et ça nous a pris tel temps. Mais on dirait que c'est déjà une réforme maquette qu'on avait déjà faite. C'est une réforme en tant qu'outsider, on dit, oui, j'ai eu vent, je dois aller à la Cour constitutionnelle, tout est clair que je serai certainement le président de la Cour constitutionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en tant qu'outsider, parce qu'il n'était pas membre de la Cour constitutionnelle, il avait déjà élaboré un projet, une réforme pour dire, une fois installé, je déroule mon tapis. Et là, justement, vous vous installez, 4 jours après, vous déroulez le tapis, vous l'annoncez, alors que vous n'avez pas encore idée des réalités du terrain. Il ne s'est pas encore acclimaté pour dire, oui, nous avons tel dossier, nous avons tel climat ici, prendre connaissance des dossiers qui sont là, comment on le fait avant de prendre décision. Je crois qu'en fait, c'est précipité et Moussou, le temps nous dira vraiment raison. Oui, le temps nous donnera raison, nous éclaircira, oui. Mais est-ce qu'on peut dire, quand on sait le parcours de l'homme, que cette démarche sent beaucoup plus de la précipitation? Oui, c'est parce que dans le parcours de l'homme, il y a les revirements spectaculaires sur les positions qu'il a défendues hier. C'est celui qui a marché avec les magistrats sur l'esplanade de l'hémicycle pour dire non au retrait du droit de grève aux magistrats. Et c'est celui qui a rédigé après un texte pour pouvoir retirer, ou en tout cas, est venu soutenir au nom du gouvernement le retrait du droit de grève aux magistrats. C'est ça son parcours. Son parcours, c'est le parcours... C'est le grand professeur, c'est l'universitaire. Oui. D'abord, je vais vous dire... C'est l'avocat, vous le savez, c'est le garde des Sceaux. Voilà, vous voulez qu'on parle de ça? Non, alors nous allons parler de ça. Si vous voulez qu'on parle de ça, nous allons parler de ça. Parce que parler de la Cour, déjà, de sa compétence. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle? C'est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. C'est ça ou non? C'est ça. C'était ça, oui, allez-y. Mais sur les 7 sages qu'on y a envoyés pour dire le droit constitutionnel, il n'y a pas un seul constitutionnaliste. Vous devrez vous interroger. Je vous donne un petit exemple. On crée une unité d'urologie dans un hôpital. Je donne par exemple au CNHU. On crée une unité d'urologie au CNHU. Et on dit, envoyons un collège de 7 médecins pour diriger l'unité d'urologie. Et puis on envoie un cardiologue, un anesthésiste, un psychiatre. On envoie un psychiatre. On envoie telle autre spécialité. On envoie 7 spécialités médicales, parmi lesquelles aucun médecin urologue pour diriger ça. Est-ce que les malades qui ont besoin de soins, de traitement en urologie, peuvent se rendre sereinement dans ce centre et espérer qu'ils seraient traités? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous comprendrez, et ils seraient avisés de se rendre en sachant qu'ils y vont pour leur mise à mort, parce que tous les médecins sont là, sont tous sauf urologues. C'est de ça qu'il s'agit. À la Cour constitutionnelle, on va tout dire. En tout cas, c'est l'esprit que ça donne, sauf du droit constitutionnel, parce qu'il n'y a personne là qui soit formé pour dire du droit constitutionnel. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, principe du contradictoire, vous dites, et puis débat et tout, ça changerait quoi? Vous savez que dans le champ politique, par exemple, les partis qui soutiennent le pouvoir ont été constamment en bonne intelligence avec le régime, et en particulier avec Joseph Diogbenou, qu'on a vu s'exposer avec eux, etc. Et tout. Qu'en l'occurrence,
si par exemple, dans la crise qui opposait les Renaissants, c'est-à-dire la Renaissance du Bénin en elle, d'une part Zinzirohoué et de l'autre côté, elle, Soglo, on arrivait, les Soglo introduisaient un recours, qu'est-ce qui va se passer? Les Soglo vont se retrouver devant la Cour constitutionnelle et Abraham Zinzirohoué sera là, devant une cour dans laquelle il a son épouse. Parmi des juges où il y a son épouse, et en plus de son épouse, l'avocat personnel du chef de l'État, au profit de qui ils sont en train de procéder, du moins à la casse du parti RB. D'autant surtout que c'est le chef d'État même qui a désigné la femme d'Abraham Zinzirohoué pour aller siéger au sein de la Cour constitutionnelle. J'aurais aimé peut-être placer cela sous silence, de savoir, c'est vrai, il n'aura pas une position importante dans l'adhésion de ce qui sera rendu, mais que tout porte à croire que justement, on n'a même pas de raison de faire quelque confiance à cela, puisque au-delà de tout ce que je dis dans un exemple que je donne, un exemple qui existe, même le secrétaire général de la Cour constitutionnelle a comme épouse la fille de M. Zinzirohoué, de Mme Zinzirohoué. Que dans une hypothèse comme celle-là, comment peut-on espérer que cette cour-là puisse avoir dit le droit que M. Joseph Djabouénou, qui est là, qui est par ailleurs connu comme avocat du chef de l'État, qui s'est illustré dans ses fonctions comme défenseur du prince plutôt que du peuple, comment peut-on espérer que M. Zinzirohoué, dont l'épouse a été proposée par la Renaissance du Bénin, envoyée là par le chef de l'État, comment peut-on poser qu'une telle cour composée par ces personnes-là ait à dire le droit au détriment éventuellement, surtout du droit constitutionnel, au détriment éventuellement de ces personnes? Et donc, même le contradictoire ne change rien. Ce qu'il fallait changer, c'est l'esprit fonctionnel des personnes. C'est avoir espéré que nous avions un citoyen honnête, des citoyens honnêtes, portés par la défense de la Constitution. Et rien dans le parcours de Joseph Djabouénou, en tout cas récemment, n'est plus porté à penser qu'il soit une personne qui défendrait la Constitution de notre pays. Alors là, est-ce qu'il faut tirer la conclusion que c'est plus qu'hypothétique, les démarches des récurrents dans les jours à venir? Non, mais c'est évident. Je ne sais pas pourquoi vous posez encore cette question, mais c'est normal, vous êtes dans votre rôle. Non, on ne peut pas dire que c'est évident. C'est des gens, contrairement à d'autres fonctions, qui ont prêté serment. Ils ont prêté serment, d'accord. Et ils ont juré quand même à suivre la loi fondamentale, dit le droit constitutionnel. Très, très important. Hier, même d'autres postes, ils ne l'ont pas fait. Même si, entre-temps, nous avons également vu des gens qui ont prêté serment et qui, malheureusement, marchent sur ces serments depuis un certain temps. Donc, c'est pour dire, oui, c'est vrai, ils ont prêté serment pour respecter la constitution, le secret. Il paraît que le pessimisme est de plus en plus le propre des Béninois. Je n'ose pas croire que c'est dans cette optique que vous parlez. Non, du tout pas. Juste, mais en analysant, on a tout porte à croire qu'en fait, qu'il y a vraiment de soucis à se faire, parce que déjà, cette cour qui s'installe, d'abord, c'est connu, en tout cas, c'est dans l'opinion publique, il est dit avoir la proximité du président de cette cour avec le chef de l'État. D'abord, il a été son avocat en tant qu'avocat personnel de l'homme d'affaires Patrice Talon, désormais devenu président de la République. Donc déjà, si on voit cette proximité, on voit la manière dont les membres ont été désignés. Le ministre Joseph Djabouénou était dans le gouvernement du chef de l'État, mais pourtant était désigné par l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas anodin. Donc déjà d'office, pour moi, c'est que j'ai déjà à l'idée qu'en fait, puisque le monsieur qui quitte, par exemple, le gouvernement désigné par l'Assemblée nationale, c'est dit peut-être l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a eu des instructions pour dire, OK, choisissez, parce qu'on ne peut pas le faire sans l'accord du chef de l'État. Donc choisissez parmi mes ministres, parce que moi, si je le fais, je serais trop flagrant. Donc, c'est un peu ça. Donc, avoir cette proximité, avoir ces analyses, on a vraiment peur de connaître les décisions qui vont venir. C'est pour ça, moi, je dis, tout comme beaucoup d'autres Béninois, beaucoup d'autres citoyens, attendre les premières décisions rendues par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djabouénou. On attend les jours à venir, mais qu'on ne nous dise qu'en fait, pas que c'est parce qu'on veut réformer, on ne se penche pas sur les dossiers, et on pense aux réformes, parce qu'à l'allure où vont les choses. D'abord, en moins de 5 jours, on a passé à cette réforme où il faut ouvrir la Cour constitutionnelle aux citoyens. Et dans 15 jours, peut-être, on aura que, oui, il faut changer la loi organique de la Cour constitutionnelle. Au-delà de la loi organique, changer tout le fonctionnement et finalement, on dit, bon, c'est désormais en déphasage avec les réalités actuelles. Pourquoi pas ne pas aller à la constitution de notre pays, la constitution de 11 décembre. Donc, finalement, on se retrouvera à la dernière point de chute qui est
la révision de la Constitution du 11 décembre 90. Donc finalement, on aurait donné raison à ceux-là qui pensaient déjà d'office que la désignation au niveau de la Cour constitutionnelle de Joseph Diogbenou et de ses membres revêt de ce caractère où les gens étaient dans l'optique de changer ou de réviser la Constitution. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours déjà, il y a les organisations de la société civile qui se sont réunies et qui disent qu'en fait, que oui, il faut introduire ces organisations de la société civile, c'est pour introduire la Cour des comptes dans la Constitution. Donc, vous convenez avec moi qu'on ne veut pas introduire une Cour des comptes dans la Constitution sans changer, sans réviser cette Constitution, même s'il n'y a pas de révision tacite ou tout le reste avec leur terminologie, mais on aura à toucher. Ce qui veut dire qu'en fait, après le rejet, l'envoi de Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle, la pression désormais des organisations de la société civile, le peuple, à travers les députés diront certainement, OK, pour ça, allons à la révision de la Constitution. Le projet deviendra peut-être une proposition et là, on va analyser. Ils vont dire que ce sont les parlementaires, encore que nous avons une majorité mécanique en leur sein. Donc finalement, on aura à toucher c'est pas qu'on ne peut pas toucher, mais je crois qu'en fait, selon ce que disent les magistrats, en tout cas selon disent les hommes de droit, on peut toutefois avoir la Cour des comptes sans pour autant toucher à la Constitution du pays. Un décret présidentiel pourrait le faire. Une loi également ordinaire pourrait l'instituer. Donc je crois que, est-ce qu'on a même besoin d'aller encore à ce niveau? C'est une parenthèse en tout cas. Assez d'inquiétude, on comprend. Mais au même moment, Constantin Amoussou, il faut qu'on se le rappelle, je posais la question à votre vis-à-vis tout à l'heure, ceux-là n'ont pas pris les rênes de l'institution SNILO. Il y a un acte fondamental qui a été posé. Ils sont là sous serment. Et ça compte pour beaucoup dans la République. Ceci ne peut-il pas influencer et fondamentalement les attitudes, l'allure et la posture que les uns et les autres ont eues dans un passé récent? J'ai émis il y a quelques jours sur un forum, dans un débat public, une idée sur ce que j'ai pu appeler une loi nécessaire sur le référentiel de la bonne moralité. Parce que regardez, si nous nous en tenons à nos constitutions, à son article 44, il est prévu que personne ne peut accéder à la fonction présidentielle et on peut l'élargir à d'autres fonctions électives et même d'autres fonctions de politique s'il n'est de bonne moralité et d'une bonne intégrité. S'il n'est de bonne moralité. Mais vous allez voir que pour procéder à la validation des candidatures, il n'y a aucun acte qui permet de vérifier la bonne moralité des candidats. Et si on avait une loi qui instituait le contenu de la bonne moralité, pôle par pôle, et qui faisait en sorte que des années avant, ou bien leur élection, ou bien leur nomination, les personnes qui peuvent aspirer à des fonctions publiques soient l'objet d'enquêtes conduite par une commission dans laquelle on a des juristes, des avocats, des magistrats, des officiers de police, des journalistes d'investigation, des sociologues, on aura eu l'instrument nécessaire pour mesurer l'intégrité et la bonne moralité des personnes qui, en réalité, aspirent et assument des fonctions publiques. Parce que c'est quoi? Prêter serment, c'est rien pour une personne qui n'a ni foi ni loi. Prêter serment n'a aucun sens pour une personne qui n'a ni foi ni loi. Le serment a de valeur pour une personne qui a de la crainte pour la parole qu'il prononce, qui sait que la République est sacrée, qui sait que la parole est sacrée, qui sait que la fonction dans laquelle il est sacrée. Quand la personne n'est pas consciente de ça, il prête serment comme un acte théâtral. En conséquence, il n'est point lié dans la vérité, dans la vie quotidienne, par le serment qu'il prête. La plupart des membres de toutes nos institutions prêtent serment. Mais tous violent les serments allègrement. Et donc, il ne suffit pas de dire que c'est un agent assermenté, c'est une autorité qui a prêté serment pour en tirer la conclusion que il ou elle agirait selon le serment qui a été prêté. Il faut encore examiner sa personnalité. Si sa personnalité n'a point d'égard, si sa personnalité n'a point de foi ni de loi, si sa personnalité ne répond qu'à des intérêts égocentriques, ou qu'à des intérêts de paroisse, à des intérêts de clan, votre serment a beau être là, les tests ont beau être là, il les foulera aux pieds, parce que c'est son fonctionnement psychologique, c'est sa personnalité, ça. En tout cas,
Pour l'heure, c'est un premier pas de posé et d'autres suivants. En premier, les membres de la Cour constitutionnelle. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre et on accompagnera, on suivra de près. Mais pour ce qui a déjà été retenu concernant le règlement intérieur, Constantin Amoussou, Joseph Dabolino, on reproche souvent à cette Cour, même si ces décisions sont sans recours, de mettre trop de temps avant de trancher. Mais cette fois-ci, les nouveaux sages ont promis jouer le va-tout afin que le citoyen lambda, le requérant, puisse être situé au plus tôt sur un certain nombre de positions que la Cour aurait prises des demandes formulées. Et cela reste à saluer au-delà de tout, j'imagine. Pourquoi vous saluez une décision? Pourquoi vous saluez déjà les propos alors qu'il n'y a même pas encore une action, il n'y a même pas encore un geste, il n'y a même pas encore de concret? L'intention volate. Ou bien c'est pas suffisant? Ok, on a vu le 6 avril 2016 dans ce pays, quand le président Patrice Talon prêtait serment, il dit « Je suis prêt ici et maintenant ». Mais on nous a dit encore en décembre 2016, en tout cas la même année, au lancement du PAG, que déjà dans 3 mois, toutes les voies de Cotonou seront asphaltées. Je ne sais pas si déjà votre voie ici, vous en avez déjà bénéficié, ou s'il y a un acte, on peut déjà pointer pour dire oui, effectivement, ça a été fait. Non, l'intention, voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Mais au Bénin, il s'est fait que l'intention, parfois, reste toujours intention. Ça reste toujours intention. C'est vrai, ils ont décidé d'aller un peu vite. D'accord, c'est le souhait de tout le monde parce que entendre qu'il y a 176 dossiers en attente, on dira que c'est énorme. Encore que ça va encore venir parce que avoir les actes de ces derniers jours, de ces derniers mois, ça va encore venir. Même si des gens essaient de dissuader en voulant instituer en tout compte fait cette audience publique. Non, l'intention ici, c'est l'intention. Le président de la Cour constitutionnelle voudrait que les choses aillent vite. Mais depuis qu'il est devenu président, je n'ai pas encore connaissance qu'ils ont déjà touché à un dossier. Et ce n'est que pour parler de réforme, parce que les réformes, pour eux, sont plus importantes que d'abord les dossiers en instance. Donc, il faut d'abord aller à ce niveau. C'est pour ça que je disais qu'il serait très mieux d'apprécier cette réforme si déjà, entre-temps, les sages de la Cour constitutionnelle, parce que c'est l'appellation des membres de la Cour constitutionnelle, ces membres de la Cour constitutionnelle ont déjà pris connaissance d'un dossier, l'ont examiné, l'ont étudié, ont rendu une décision, et la décision... Vous insistez là-dessus? Oui, mais parce que vous n'avez pas encore essayé, c'est-à-dire, vous entrez dans une maison, pourquoi on dit... On va prendre connaissance, c'est-à-dire visite de terrain et tout. Mais depuis, avant de faire l'émission, je prends votre cas, vous restez dans le studio, vous acclimatez. D'abord, vous prenez l'environnement du studio avant de commencer. Mais là, je comprends qu'en fait, que c'était déjà une réforme, comme je le disais, d'un outsider, élaboré sur papier. Ben, je suis arrivé, moi je m'en fous de la pratique qui était déjà en cours, je déroule mes réformes, et là, et je continue. Mais est-ce que vous pensez que en instituant les audiences publiques, ça pourrait permettre véritablement d'aller vite dans le traitement des dossiers? Moi, je dis non. Je dis non, parce que d'abord... Vous ne croyez pas? Non, c'est vrai qu'entre-temps, il y a le contradictoire. On écoute les gens, 2 conseils, 3 conseils ou 7, les 7 conseils en même temps, mais de façon, de manière séparée. Mais aujourd'hui, il y a confrontation. Mais s'il y a confrontation, on peut toutefois renvoyer le dossier, en fait, pour dire, oui, on ne s'entend pas, vous n'arrivez pas à vous défendre, on se retrouve dans 2 semaines, on se retrouve dans 1 mois, et le même dossier reviendra dans 1 mois avec les mêmes acteurs pour la même défense. Donc, finalement, vous voyez, ça va prendre plus de temps. En tout cas, à mon humble avis, c'est pour ça que je dis, on attend véritablement de voir ce que ça pourrait devenir. Constantin Amoussou, de cette complainte, une cour qui fait vraiment languir à la limite, Joseph Togbenou et les siens, la main sur le cœur, ont décidé désormais de faire en sorte que le requérant soit vite situé. On pouvait se permettre d'espérer. Si surtout on ne les connaissait pas et qu'on ne les avait pas vus à l'œuvre. Ça vous y tenait? Et l'œuvre à laquelle j'ai vu Joseph Togbenou, garde des Sceaux, c'est l'œuvre d'avoir trouvé le moyen d'empêcher, dans des dossiers qui sont en instance, les tribunaux de trancher. Le dossier de la Renaissance du Bénin est là, mis en délibéré, et les juges sont mis en difficulté depuis, ils ne sont pas capables de rendre la décision depuis plusieurs mois. Pourquoi? Il était garde des Sceaux. On a vu
Le dossier de Laurent Mentaillon qui est toujours en cours tous les jours. Non, mais On dit extradition, le garde des Sceaux va quoi avec ce dossier? Vous le constatez. C'est des reports. Il n'en est pour rien. Le juge a décidé de report, tout le monde constate. Nous sommes obligés d'observer ce qui se passe et de savoir que la politique de la justice est d'abord l'œuvre du garde des Sceaux, c'est clair. La politique de justice, la politique judiciaire dans notre pays est l'œuvre du garde des Sceaux. Et si des réformes avaient pu être conduites dans ce sens, à permettre que la justice rende ses décisions de façon célère, je ne sais pas, et je ne sache pas que les juges aient autrement la possibilité de traîner les choses. Après, il faut interroger les paroles et puis les intentions exprimées. Et quand il y a conflit d'intentions, laquelle emporte? Parce que moi, je retiens que le garde des Sceaux, oui, comme vous l'avez dit, enfin, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a promis que désormais, il va rendre les décisions de façon célère. Mais je retiens aussi que dans l'une des intentions qu'il a exprimées, il a dit que le Bénin serait gouverné avec ruse et avec rage. Dans ce conflit d'intentions exprimées, il faut bien qu'une intention domine l'autre. J'attends de voir l'intention qui aura dominé, parce que ce sont les actes qui nous permettra de voir l'intention qui aura dominé, et donc de considérer si l'intention valait l'acte, laquelle des intentions, ou d'aller vite, ou alors de faire gouverner le Bénin avec ruse et rage, aura prévalu. Ok, Constantin Moussou, on a à attendre, on n'a non plus à désespérer. Josaphat Dabolino, encore du chemin, beaucoup de chemin, 5 ans, c'est énorme dans la vie d'une république. Et pour des personnages très engagés, déterminés, quand on en tient, je le dis une fois encore, ça reste quand même leur parole, il faut croiser au-delà de tout les doigts, n'est-ce pas? Non, croiser les doigts, peut-être les laisser, on foncera tout droit dans le mur, tous ensemble. Donc, vous refusez de croiser les doigts? Non, mais il faut... Vous appelez à la veille citoyenne? Oui, il faut y veiller. Sinon, si on croise les doigts, on va tous dans le décor et ce serait fini. Alors qu'il faut des gens pour éveiller la conscience, pour dire effectivement, oui, vous allez dans tel sens, ce n'est pas bien. Et si vous prenez l'autre sens, il faut forcément ça dans la République. Non, est-ce qu'il ne faut pas que vous rassurez votre vis-à-vis, Constantin Moussou? Je vous ai vu sur beaucoup d'articles, là, il y a un point qu'il a souligné que d'autres aussi ont souligné, l'absence d'un constitutionnaliste. C'est vrai, il a donné un exemple qui, ma foi, dans le cas d'un malade qui a besoin d'urologue, c'est vrai, il ne s'y rendra pas. Parce que c'est comme si on veut le conduire à l'abattoir. Bon, ici, on n'est pas dans le cas. Oui. L'absence d'un constitutionnaliste, est-ce qu'il faut craindre que ceux-là ne puissent pas combler le gap qui manque? Parce que ceux qui ont désigné comme ils l'ont fait. Non, d'abord, il faut faire remarquer que le vin est tiré. Nous n'allons qu'à le boire. Et c'est vrai que moi, je ne doute pas de leurs compétences, en tout cas en la matière. Chacun pris individuellement, je ne doute pas de leurs compétences. Maintenant, collectivement et au nom de la loi fondamentale, qu'est-ce qu'on pourrait véritablement avoir? C'est la grande question. Il n'y a pas de constitutionnalisme, d'accord, mais je crois qu'il prend, parce que c'est la première fois, je crois bien, que la Cour a été renouvelée à 100% et sans constitutionnaliste en plus. Et donc, c'est énorme. Mais je crois que c'est là qu'il y a plus la responsabilité du président de cette Cour de démontrer qu'au-delà des appréhensions, au-delà de ce que pensent des Béninois, au-delà de ce que je pense et que je l'ai exprimé sur ce plateau, qu'il y a mieux et qu'ils ont fait mieux par rapport aux autres cours. Moi, j'ose bien croire qu'à la fin, qu'on puisse dire, effectivement, leur tirer chapeau et leur dire bravo. La question de la conscience soulevée par votre vis-à-vis, c'est vrai que c'est très effarant quand on entend parler, ça donne à la limite de la chair de poule, j'imagine, la posture des téléspectateurs. Mais là encore, est-ce que les sages, c'est comme ça on les a appelés, ce ne sont pas de 20 mots. Est-ce que ça ne va pas imparter ce qu'ils auront à faire finalement et oublier la famille et penser d'abord la République? Je veux bien être aussi optimiste que vous, très, très optimiste d'ailleurs, mais je reste réservé pour constater avec vous, les jours à venir, les premières décisions, les sujets sur lesquels ils ont rendu ces décisions, pour voir éventuellement quel est le contenu, l'analyse qui en a été faite et des recours et la décision rendue. Donc moi, je veux sur peut-être une série de 10 décisions ou d'un certain nombre pour quand même dire, oui, effectivement, ils sont dans la logique, ils sont dans la dynamique du respect de la loi fondamentale, ou ils sont peut-être venus pour servir, comme le disent certains, une personne. Mais j'ose croire, je continue de le dire, d'ailleurs comme tous les Béninois, je voudrais qu'on croie effectivement qu'au-delà de ce que nous disons, qui nous prouve le contraire, et ceci positivement. Oui, Constantin Moussou, ce sera en même temps votre mot de la fin. Si vous devez considérer ceci, avant de quitter ce plateau, comme une ultime adresse à l'endroit des sages de la Cour.
adresse, je vais d'abord commencer à observer que, de mon point de vue, la constitution de la Cour constitutionnelle actuelle, la configuration de la Cour, le statut professionnel de ses membres, le profil de ses membres, est d'abord la première violation de la Constitution. Que même ça commence une violation de la Constitution et qu'il n'y a donc pas de raison d'espérer que ça aille autrement. Mais je veux bien leur demander de me surprendre. Merci Constantin Moussou, ça va être votre mot de la fin. Demandez à être surpris positivement, que tout ce que vous pensez ne se passe ainsi. Constantin Moussou, ça reste un vœu sans doute partagé. Oui, Josaphat Dabolino, 15 secondes. Oui, dis simplement que les jours à venir, que nous ayons une cour à l'image du peuple béninois et de la loi fondamentale. Merci à vous, Josaphat Dabolino, Constantin Moussou, infiniment merci. Chers téléspectateurs, infiniment aussi merci. Sans vous, que ferions-nous? Que serions-nous? 100% Bénin pour le numéro du jour, c'est terminé. Et cette citation de l'artiste et écrivain français Jules Renard, et pour prendre définitivement congé de vous, rien n'est éternel, pas même la reconnaissance. Sachons raison garder en toute hâte et décision, car demain n'est jamais loin. Aujourd'hui, c'est un acquis, mais demain reste le plus, le moins. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. À très vite pour notre émission de 100% Bénin.